vis-à-vis de Vladimir Poutine. Ils devaient se rencontrer dans les prochains jours à Budapest. Et puis, la rencontre a finalement été annulée, reportée au calendrier grec. Le président américain, dit-il, ne veut pas perdre de temps. Mais alors, que s'est-il passé? Ce qui est sûr, c'est que les Européens veulent tirer profit de cette séquence pour avancer leur pion Volodymyr Zelensky face à la Russie en proposant leur propre plan. Les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Ce coup de théâtre donc entre Poutine et Trump, leur rencontre était censée avoir lieu et puis finalement elle est annulée. Effectivement, c'est la presse américaine qui la révèle et Donald Trump confirme. Écoutez-le. Time, so I'll see what happens. But as I said, go to the line of battle, the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody takes some time off. Alors qu'est-ce qui coince dans cette rencontre dont beaucoup pensaient qu'elle était déjà bouclée? Eh bien c'est essentiellement la position de Moscou. Poutine bloque, Poutine refuse les conditions américaines. Très concrètement, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer Poutine si et seulement si les parties se mettent d'accord sur deux points. Le premier, un cessez-le-feu préalable et le gel de la ligne de front telle qu'elle est aujourd'hui. Or, ces conditions sont inenvisageables pour Moscou. Ce sera le contrôle du Donbass sous rien. Écoutez Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняет. Dans le même temps, Robert Fico, Premier ministre slovaque, membre de l'Union européenne et ami de la Russie, tient les alliés pour responsables. L'Europe veut perturber à tout prix la rencontre entre Trump et Poutine. Oui, Lucille, parce que l'Europe prépare en parallèle un plan pour mettre fin à la guerre. Oui, ce plan comporte trois grandes étapes. Première étape, le cessez-le-feu général. En clair, fin des combats au sol, fin des bombardements aériens, fin de la bataille en mer. La deuxième étape prévue si la phase 1 est respectée, ce sont les négociations territoriales, et en particulier sur le Donbass. Et là, on comprend que les Alliés ont acquis la conviction que l'Ukraine devra céder. Dans tous les cas, ni l'Europe ni l'Ukraine ne reconnaîtront légalement les territoires occupés comme russes. C'est ce que déclare un membre de la délégation européenne à Bloomberg. Autrement dit, ce serait une reconnaissance de fait. Troisième étape, la reconstruction de l'Ukraine. Avec quoi en échange pour la Russie? La levée progressive des sanctions. Et pour faire avaler la pilule, l'Europe propose Donald Trump comme superviseur en chef de ce plan, avec la mise en place d'un grand conseil de la paix mené par Washington. Un tout dernier mot, ce plan sera présenté officiellement à la Maison-Blanche ce soir en la personne de Mark Rutte, le chef de l'OTAN. Il doit rencontrer Trump à 22h. Merci beaucoup Lucille pour toutes ces informations précieuses. Vous l'avez dit, Mark Rutte qui va donc présenter le plan des Européens ce soir à 22h. On va évidemment décrypter cette séquence. Mais d'abord, Elisabeth, première réaction sur l'annulation de la rencontre Poutine-Trump. Alors, il y a eu hier cet appel entre Rubio et Lavrov qui étaient déjà censés eux-mêmes se rencontrer pour préparer le terrain pour le rendez-vous entre Poutine et Trump. Et déjà, pendant cet appel-là, clairement, rien ne se passait comme prévu, notamment pour les Américains, et c'était beaucoup discuté aux États-Unis. Les demandes, ce qu'ils appellent maximalistes des Russes, c'est-à-dire nos lignes rouges ne bougent pas. Les Américains, pour la énième fois, sont face à ça et se rendent compte, à chaque fois on se dit ça, mais se rendent compte que les Russes pensent qu'il faut attaquer les racines du problème et pas simplement geler le front. Et face à ça, les Américains ne peuvent pas aller à l'échec comme en Corée, où ils sont sortis d'une réunion sans grand chose. Je crois que là-dessus, aussi bien Lavrov que Peskov
ont toujours dit exactement la même chose. Malheureusement, ils ont toujours dit revendication territoriale, au pied de chez nous, on ne veut pas voir l'OTAN, etc. Donc ça a toujours été constant chez eux. Je pense que là où Donald Trump s'est trompé, il pense et il a pensé que la diplomatie, surtout le règlement des comptes de ce conflit, se limitait à la bonne amitié, aux intérêts purement commerciaux qu'il pouvait avoir, que les États-Unis pouvaient avoir dans une remise de la relation avec la Russie. Pour autant, certes, il y a des intérêts commerciaux et la Russie a intérêt à faire un deal, à faire du business, comme on dit, avec les États-Unis. Pour autant, Vladimir Poutine a malgré tout sur son agenda en numéro 1 la volonté de la sphère russophone, c'est l'influence de la région, de la présence russophone dans la région, et c'est cela qui est le numéro 1 pour lui, peu importe le coût. François Hesbourg. Oui, il y a quelques zones d'ombre encore dans cette affaire. Trump lui-même avait dit il y a 3 jours que Zelensky pourrait après tout faire le sacrifice du Donbass. Donc le fait aujourd'hui d'entendre Trump qui paraît incriminer la revendication russe sur le Donbass comme étant la cause de l'annulation, j'ai quelques doutes. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de plus profond qui correspond d'ailleurs un petit peu à ce qu'a dit Jean-Claude, c'est-à-dire en fait Peskov et Lavrov, comme leur maître Poutine, ne se sont jamais contentés d'éléments territoriaux limités. Ils ont toujours dit qu'il fallait attaquer l'affaire sur le fond, les racines du mal, comme tu l'as rappelé. Les racines du mal, c'est le changement de régime à Kiev, c'est l'éviction de Zelensky, c'est la tutelle de Moscou sur ce qui resterait de l'Ukraine. Enfin, une réunion dans ces conditions, sur ces bases, c'était vraiment pas formidable. Il y a un autre élément qui m'intrigue dans cette affaire, c'est le rappel fait par certains pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, notamment la Pologne, mais elle n'était pas seule, rappeler qu'évidemment l'espace aérien de l'Union était interdit aux avions russes et que donc M. Poutine n'allait pas pouvoir se rendre chez son ami Orban à Budapest. Orban qui était déjà en train de se féliciter du cadeau que Poutine lui faisait à quelques mois des élections législatives en Hongrie. C'était un sacré piège que Poutine avait ouvert à Trump. Il est heureux que Trump s'en soit et su s'en soustraire. Et les Européens, le Slovaque, Fico, pour une fois, il a raison. Oui, on a tout fait pour faire capoter, pour faire échouer ce piège. Ah oui, vous nous dites, les Européens ont fait échouer le sommet à Budapest. On n'allait quand même pas cirer les pontes de M. Orban pour qu'il soit élu au début de l'année prochaine. C'était une ingérence, dans des élections en Europe. Poutine qui s'invite chez son ami Orban pour lui lustrer les souliers, afin qu'il soit bien beau le jour de l'élection. Ça, on n'allait pas forcément laisser faire, et l'interdiction de l'espace aérien est quelque chose en fait d'assez sérieux. Ça s'est déjà passé dans les débuts de la guerre, lorsque Lavrov voulait aller en Serbie. Pour aller en Serbie depuis la Russie, il faut survoler l'espace aérien européen, et bien il n'avait jamais pu se rendre chez ses amis en Serbie. Donc il est possible aussi que Poutine ait fait comprendre à Trump que ce n'était peut-être pas non plus idéal de son point de vue. Alors le trajet aérien était compliqué, les conditions de sécurité à Budapest aussi, elles n'étaient pas idéales. On n'est pas comme à Anchorage, chez une base aérienne américaine où il y a une bulle sécuritaire qui est parfaite. Je pense qu'il y a aussi, pour compléter les analyses de mes camarades, il y a 2 autres dimensions qui sont plus internes aux États-Unis qui ont aussi joué. Trump est un peu malmené sur le plan intérieur. Les manifestations ont été un succès, no king, et 65% des Américains soutiennent un soutien américain à l'Ukraine. Donc je pense quand même qu'il a le nez sur les sondages. Et puis deuxième chose, c'est l'hostilité montante des hauts gradés américains vis-à-vis d'Exet, suite aux purges au Pentagone et au
Knesset auprès de ses généraux il y a une dizaine de jours. Tout acte de complicité ou de complaisance supplémentaire vis-à-vis de la Russie est de plus en plus ressenti comme un acte de trahison de la part des militaires américains. Et je pense que cette grogne qui monte au sein des armées américaines a peut-être aussi joué dans le revirement de Trump. Je voudrais vous faire écouter la réaction du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui affirme que les préparatifs en vue d'un sommet Trump-Poutine se poursuivent. Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас для вас нет. Нет, сроки, собственно, они не были определены, еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время. Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно. Une préparation minutieuse et nécessaire, ce qui prend du temps, nous dit le Kremlin. Ce narratif, est-ce que ça cache des relations qui sont en train de s'abîmer peut-être entre le Kremlin et Washington? Est-ce que Poutine ne joue pas avec le feu, avec Trump, qui est un homme imprévisible? Un jour, ce sera peut-être la demande de trop. Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter. Trump est effectivement capable de dire une chose le matin et une autre l'après-midi. C'est sur le temps court qu'il y a des changements. Par contre, Trump a une très grande continuité dans ses relations avec les dictateurs, et notamment le dictateur soviétique puis russe. La première fois qu'il a écrit sur l'Union soviétique, c'était en 1987. Donc les racines sont très anciennes. Trump veut visiblement faire des affaires avec Poutine, toujours. C'est pas l'idée de creuser un tunnel sous le détroit de Bering pour relier l'Amérique à la Russie en utilisant les tunneliers de M. Musk fait partie de cet ensemble. Je pense que Poutine va essayer à nouveau de tendre un piège à Trump, et Trump risque fort de tomber dedans, surtout s'il n'y a pas en face des gens qui sont peut-être un peu capables de le faire hésiter. Budapest, c'était vraiment le coup de trop, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais si Poutine fait ça en terrain neutre, contrôlé, ça peut se passer très différemment. La Russie n'a vraiment pas envie de faire la paix en Ukraine. C'est pas son intérêt à l'heure actuelle. C'est sûr. Et Trump n'est pas prêt de laisser tomber ses relations avec Poutine. Donc non, je suis plutôt Trump n'est pas simplement un être imprévisible. Là, on parle beaucoup de Trump pour une négociation. Besoin de chef d'état-major qui passe devant la commission, qui parle, non, c'est clair pour tout le monde. Et donc tous ces pays font un effort, ils y pensent depuis longtemps. À l'époque même où nous, Français, on était dans le dialogue avec la Russie, non, eux, ils disaient attention, non, ça c'est une vraie menace, donc eux, ils font un effort. 2021, donc, avant la guerre en Ukraine, c'était déjà plutôt conséquent, 2,1% pour la Pologne, maintenant c'est 4,7%. Ça a plus doublé, donc c'est un effort qui est considérable. Et j'y reviens, c'est parce que les finances de la Pologne aussi le permettaient. Et donc, voilà, la Pologne se donne les moyens de peser sur les affaires européennes, de se défendre d'abord, et également de peser sur la protection de toute cette région. Et sur les affaires européennes, ils sont en train de devenir la première puissance militaire du continent européen, au moins pour les forces terrestres. L'Allemagne aussi se prépare. Voilà. L'Allemagne, ça revient de loin en fait. L'Allemagne. Alors si on, oui. Voilà, si on. Non, mais ce serait bien qu'on puisse voir l'Allemagne. Voilà. Donc il faut bien comprendre que d'une manière générale, tous les efforts de défense européens en particulier se sont effondrés à partir de 1990. On parle de pourcentage. La France, 1990, on était à 3% du PIB. L'Allemagne, qui avait une armée très puissante pendant la guerre froide, c'était la première armée du continent européen, la première armée de l'OTAN après celle des États-Unis. S'est effondré, a cassé son effort. On était en 1,3% en 2021, donc en termes de pourcentage du PIB. Et depuis, il y a un réveil. Et c'était inférieur au nôtre. Et là, maintenant, ils ont un effort supérieur au nôtre. Et quand on connaît la puissance économique de l'Allemagne, évidemment, ça représente beaucoup de choses. Avec, bien sûr, derrière tout ça, il y a des besoins de rééquipement. Et puis après, il y a besoin aussi d'effectifs, d'hommes. Donc
donc cette armée qui était redevenue professionnelle, ben maintenant réfléchit à une manière d'augmenter son effectif, sachant qu'une armée professionnelle, elle a toujours des effectifs qui sont malgré tout contraints et limités. Et puis ceux qui se préparent activement aussi, et on les a évoqués tout à l'heure, ce sont évidemment les pays baltes concernés au premier chef. Il n'y a pas plus en première ligne que les Estoniens, enfin les pays baltes en particulier, les Estoniens, lituaniens et... lituaniens, la Lettonie, l'Estonie, eux, ils sont effectivement en première ligne, et ils sont particulièrement vulnérables. Les trois pays, c'est 8 millions d'habitants, c'est très peu, donc alors, ils sont condamnés à faire un effort de défense très important, 5,4, c'est très important comme effort de défense. Maintenant, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas non plus, malgré ça, ils peuvent se rééquiper, mais pas avoir des effectifs très importants. D'où la nécessité de les aider, d'où la nécessité d'avoir d'autres forces européennes et américaines, enfin de l'OTAN ou de l'Union européenne, qui sont sur place pour venir les renforcer. Merci, colonel. Et on évoquait avant de voir Sébastien le possibilité d'intervention rapide. Mais cependant, il faut des alliances sur le plan européen. Et ça, quand on veut faire face à la Russie, la France seule, même un pays doté comme la France, ne pourra pas faire face à la Russie de manière seule. Il faut des alliances européennes sur le long terme. Il faut que ça se construise de cette manière-là. Peut-être avoir avec des pays restreints, des alliances restreintes, c'est-à-dire France, Allemagne, Royaume-Uni par exemple, mais ne pas rester complètement dans une décision qui serait prise à 27 parce que là, ça ne peut pas fonctionner. Oui, je suis entièrement d'accord que le problème de l'Europe, c'est que pour avoir une armée européenne, il faudrait d'abord avoir une union politique, une union de défense, et nous ne l'avons pas aujourd'hui. Mais rien n'empêchera le jour où nous serons devant le mur, où il faut espérer un petit peu avant le mur, hein, parce que là, c'est devant. Mais d'avoir des alliances régionales, j'ai passé beaucoup de temps dans les pays baltes ces derniers mois, pour eux, ils espèrent que l'OTAN sera au rendez-vous un jour s'ils sont attaqués, mais ils disent, mais si jamais on ne peut pas compter ni sur l'OTAN ni sur l'Union européenne, nous avons la coalition des pays nordiques. Donc c'est les trois pays baltes, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark, potentiellement le Royaume-Uni qui se joindrait à eux. Là, cette semaine, les Allemands sont en train de mettre sur place une base arrière en Islande, avec une capacité d'avoir des avions qui peuvent traquer des sous-marins. C'est en coopération aussi avec les Norvégiens et les Britanniques. Et donc, il y a des alliances qui se mettent en place aujourd'hui avec une interopérabilité qui est déjà prouvée, avec une connaissance du personnel prouvé. Et s'il y avait un pépin, eh bien, ce serait possible de s'appuyer sur ces alliances-là qui existent aujourd'hui et qui seraient renforcées si nous étions devant une vraie nécessité de se défendre. Alors, il y a une évolution notable. Il faut être toujours prudent avec Donald Trump. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça y est, il a tapé du poing sur la table, peut-être échaudé par cette réunion à Budapest qu'il souhaitait avec Vladimir Poutine, qui n'aura pas lieu. Il a décrété qu'il allait faire tomber des sanctions. On va retrouver notre correspondante accréditée à la Maison-Blanche aux États-Unis, Siona Lidri, pour nous expliquer à quel point, eh bien, peut-être que cette fois, Donald Trump en a assez de se laisser balader par Vladimir Poutine. Oui, c'est vraiment un tournant parce que pendant des mois, Donald Trump a hésité, rechigné à mettre en place ces sanctions alors qu'il était poussé à le faire, notamment par des élus républicains, mais il craignait que cela entrave ses efforts diplomatiques et il y a vraiment eu un changement de ton de nouveau après l'appel téléphonique ce lundi entre le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, pendant lequel les Russes ont notamment rejeté l'appel au cessez-le-feu immédiat de Donald Trump. Et selon un officiel américain, la frustration de Donald Trump a décuplé après cet appel. Et donc hier, le président américain a déclaré qu'il pensait qu'il était temps de mettre en place ces sanctions, mais il a aussi dit qu'il espérait que tout cela ne dure pas longtemps, que le conflit serait bientôt réglé. Il a mis au même niveau les dirigeants russes et ukrainiens en disant que les deux devaient faire des efforts et qu'il fallait être deux pour faire du tango. C'était au cas de Donald Trump très frustré, lassé et extrêmement pressé qui a mis en place ces sanctions pour mettre en place une pression supplémentaire sur la Russie. Précision donc de Sonia mondiale, c'est pas rien. Lukoil, pour information, s'occupe en fait de l'exploration, la production, le raffinage, la commercialisation et la distribution donc du pétrole et du gaz russe en Russie, mais aussi à
à l'international. À elle deux, effectivement, ça représente plus de, vous le voyez, 3 millions de barils de pétrole par jour. Donc ce sont deux mastodontes pénalisés par les États-Unis dans quelle mesure? Alors, on parle de gel des actifs. Donc concrètement, officiellement, j'ai envie de vous dire, l'argent, les propriétés, les investissements sont tout simplement bloqués aux États-Unis. Tout ce que possèdent Rosneft et Lukoil sont bloqués, pas moyen d'y accéder, pas moyen de les transférer, ni évidemment de les utiliser. Rien pour le pétrole russe, vous allez voir la répartition à l'export. C'est assez intéressant. Ensemble, vous voyez, la Chine et l'Inde, ça représente les 3/4 des exportations du pétrole russe. Ce sont les deux pays les plus peuplés au monde. C'est dire l'importance qu'ont l'Inde et la Chine pour la Russie. Un constat clair, les États-Unis n'y figurent pas, en tout cas dans une proportion infinitésimale. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les États-Unis ne disent pas simplement on arrête de vous vendre du pétrole. Ils ciblent en fait les services essentiels, je veux dire le transport, les assurances, les banques, et tout ça ce sont des services en fait qui sont pour la plupart avec un siège basé à Londres ou encore aux États-Unis. Washington a une influence très forte sur l'Inde et la Chine, et donc justement Washington fait pression sur l'Inde et la Chine en les exhortant à ne pas acheter ce pétrole russe, de trouver des clients alternatifs, j'ai envie de vous dire. Un refus pourrait donc exposer la Chine et l'Inde à des sanctions secondaires de la part des États-Unis. Pour conclure, il y a quelques heures seulement, cette phrase importante d'une source qui a été directement interrogée par le contrat de Reuters qui nous dit les raffineurs publics indiens examinaient leurs documents pour s'assurer qu'aucun approvisionnement ne provient directement de Rosneft et de Lukoil. Autrement dit, l'aventure est en marche déjà. Merci beaucoup, Kadi. Ça veut dire que ça change la donne, ça? Oui, ça, c'est quand même important pour la Russie. Il faut aussi savoir que hier, le Parlement russe avait approuvé son budget pour 2026. Et donc, quelques heures après, ne s'attendait pas à ça. Quelques heures après, il y a les sanctions qui tombent. Donc, c'est un problème pour la Russie. Ce qui va être important, c'est de voir si ces sanctions vont vraiment être renforcées par Donald Trump. S'il va vraiment aller chercher ceux qui détournent les sanctions, s'il va vraiment appliquer des sanctions contre tous ceux qui, des sanctions secondaires contre tous ceux qui conduisent des pays comme l'Inde, la Chine, Sergueï Parenko. En fait, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose d'important. Les sanctions. Hein? Les sanctions, oui. Ouais, les sanctions, c'est quand même quelque chose que même l'administration de Biden, qui était beaucoup plus avancée dans tout ce qui est l'aide à l'Ukraine et tout ça, ils n'ont jamais osé de le faire. Ils le discutaient, on le sait, on discutait ce genre de sanctions, mais ils ne l'ont fait parce qu'ils avaient peur que ça va influencer d'une façon difficile les marchés mondiaux de pétrole. Et ça a déjà influencé les marchés de pétrole. Voilà, mais quand même, c'est vraiment ces deux compagnies très très importantes et très fortes et très influentes à l'intérieur de Russie. Et en fait, justement, au fond de budget russe, je sais que vous avez mentionné il y a quelques minutes que le budget russe était adopté en première lecture juste hier. C'est un budget difficile. C'est un budget tout à fait militaire, avec des énormes dépenses militaires et avec une énorme partie, un tiers ou même plus, partie cachée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, il y a aussi des dépenses militaires. Et donc, Poutine, il a vraiment besoin d'argent. Donc ça veut dire que Donald Trump tape là où ça fait mal pour peut-être... Si ça sera appliqué, parce que c'est ce qu'on a déjà appris depuis des années des sanctions russes, c'est que les sanctions telles quelles, les sanctions juste prononcées ne signifient rien et ne vaut rien s'ils ne sont pas réalisés et si on n'arrive pas à contrôler le système alternatif qui va se faire, se construire tout de suite. Tout ce qui est la vente, tout ce qui est l'assurance des transports de pétrole, tout ce qui est les services finances qui seront participés là. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, on ne parle pas de contrôler le prix de pétrole qui est vendu par la Russie, mais de contrôler les volumes, les tonnes, une chose physique. Là, ça peut être important si les pays qui sont intéressés arrivent à vraiment contrôler l'application de ces sanctions. Vladimir Poutine, donc, qui dit qu'il voit dans ces sanctions malgré tout un acte hostile, mais qui dit continuer de plaider pour le dialogue.
Oui, et puis même Donald Trump, quand il a dit que la réunion de Budapest était annulée, il a dit mais bon, on verra, on va quand même se reparler dans l'avenir. Donc tout reste vraiment, tout pourrait basculer si ces sanctions ne sont pas appliquées. Nous avons mentionné l'Inde pendant cette émission, l'Inde qui a triplé ses importations de pétrole russe brut, qui a construit des nouvelles raffineries pour le raffiner, pour ensuite l'exporter au monde entier. L'Inde maintenant va avoir la possibilité de casser certains contrats en invoquant justement ces sanctions, ce qui était plus difficile avant. Et Modi, qui a subi les menaces de Trump, va pouvoir peut-être maintenant se plier un petit peu plus au désir des Américains d'arrêter ces importations de pétrole russe. La grande question va être quelle pression est-ce que les États-Unis vont mettre sur la... Avec un exercice nucléaire, avec grande démonstration de force. Ouais, pas plus tard qu'hier. Voilà, pas plus tard qu'hier, etc. Donc, en fait, c'est toujours la rhétorique est toujours un peu la même. C'est un, attention, c'est une escalade. Deux, de toute façon, même pas mal. Trois, méfiez-vous parce que Parce qu'on va taper très fort on peut nous faire très mal en retour. C'est toujours la même rhétorique. Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, la Russie... Une interdiction d'ici 2027 de l'importation en Europe du gaz naturel liquéfié russe. Et puis il y a eu un autre sujet de discussion très important, très sensible aujourd'hui ici à Bruxelles, et bien c'est l'idée d'utiliser les avoirs de la Russie gelés par l'Europe pour financer un prêt à l'Ukraine. Alors pour l'instant pas de fumée blanche, pas d'accord annoncé. Il faut dire que c'est un sujet très sensible, que certains pays étaient plus réticents que d'autres, mais donc on attend de voir s'il y aura un accord sur ce sujet-là. Volodymyr Zelensky là aussi l'a dit, il espère qu'il y aura une décision là-dessus parce que ce serait un prêt de quelques 140 milliards d'euros qui serait alors accordé à l'Ukraine et qui lui permettrait notamment d'acheter de nouvelles armes. Merci beaucoup Bastien Auger en direct de Bruxelles. Merci aussi à Éric Josselin pour la réalisation de ce duplex. Et pour conclure, un geste pour l'histoire. Au Vatican, le pape Léon